Voilà. Alors, du coup, bonjour à tous. Comme je l'expliquais peut-être à chacun au cas par cas, le but était de grouper une présentation sur la facture électronique pour répondre aux questions de tout le monde un peu en même temps. Dans la présentation que je vais aborder, il va y avoir deux parties. La première sur qu'est-ce que la facturation électronique, mais on va dire peu importe le logiciel que vous utilisez. Et à la fin, on verra sur comment se présente la facturation électronique dans le cadre de BP et les évolutions qui vont sortir dans les prochaines semaines. Voilà un peu pour la présentation. Si pendant la présentation, vous avez des questions, vous avez normalement un onglet conversation euh, dans laquelle moi je vais voir au fur et à mesure vos questions. Ça me permettra d'y répondre au fur et à mesure sans attendre forcément la fin. Et puis dès que j'aurai 2 minutes, moi je jetterai un coup d'œil pour répondre à votre question. Donc n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Et puis voilà. Donc la facturation électronique. Donc ce livret-là que je vous présente, je vous le transmettrai à la fin à tous ceux qui ont participé. Donc, hop, on va voir donc en plusieurs parties qu'est-ce que l'obligation de la facturation électronique, donc comment ça se matérialise, quelles entreprises sont concernées, comment va s'appliquer la réforme à la fois dans le temps et puis techniquement comment ça va s'appliquer. Qu'est-ce qu'une facture électronique? On va voir que un simple PDF n'est pas une facture électronique. Quels sont les objectifs à la fois pour les entreprises, pour l'État, enfin pourquoi on fait cette réforme et comment vous pouvez l'anticiper dans vos entreprises. Donc, qu'est-ce que l'obligation de la facturation électronique? Il y en a sûrement certains d'entre vous qui utilisent déjà pour une petite partie ou plus ou moins grosse de leur activité la plateforme Chorus Pro. C'est aujourd'hui quand on fait donc, ce qu'ils appellent B2G, c'est entre une entreprise et le gouvernement. Quand on envoie une facture, aujourd'hui on l'a déposée déjà sur la plateforme Chorus Pro et donc cette plateforme en fait elle centralisait tous les échanges avec l'administration. Demain, c'est simplement la même chose, mais étendue au B2B, donc comment dire, aux factures entre entreprises. Et on verra que la partie B2C, donc entreprise vers un client particulier, eh bien celle-là, ça restera encore hors cadre sur la partie facturation électronique, mais par contre, on aura une sorte de rapport à envoyer à l'État pour qu'ils aient l'information de tout le chiffre d'affaires et les données de paiement que l'on envoie, enfin qu'on le réalise avec du particulier. Donc voilà. Donc, l'obligation de la facturation électronique, elle se fait en deux pans. Il y a la partie e-invoicing, donc comme j'expliquais pour le B2B, qui est l'obligation de transmettre une facturation électronique à toute entreprise avec laquelle on travaille. Et également l'obligation de la recevoir quand on est côté client, quand on achète à des professionnels. Et la partie e-reporting, du coup, c'est deux choses. C'est à la fois transmission en fait du chiffre d'affaires réalisé avec des clients particuliers, transmission également des données de paiement, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État, son but final, c'est de pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, pour toutes les entreprises qui sont prestataires de services, l'exigibilité de la TVA eh bien, c'est à l'encaissement. Et donc, ils ont besoin à la fois d'avoir la facture, mais également d'avoir son paiement pour pouvoir pré-remplir cette déclaration de TVA. Et après, il va y avoir toujours, alors, tac, hop là. Il va y avoir toujours la partie, je suis désolé, il y a des petites personnes qui arrivent. Ouais, B2B international. Alors, je me permets, pour les nouveaux arrivants, bonjour, merci de nous bonjour, rejoindre. pardon, ouais. Est-ce qu'il serait possible juste de couper les micros le temps de la présentation, puis on le réactivera à la fin pour les questions-réponses? Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans la conversation pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. On avait commencé il y a 1 minute, donc vous n'avez pas loupé grand-chose.
Ce que j'évoquais, donc au niveau de la partie e-reporting, il y a toutes les informations entreprises, clients particuliers, mais également le B2B international. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, on va dire, en faisant partie de l'Europe, est dans une obligation légale, mais qui est européenne au niveau de la facturation électronique. Nous, on est dans les derniers pays européens, il y en a, ça fait déjà 10 ans qu'ils y sont. Il doit en rester deux ou trois à passer, mais de toute façon, nous, 1er septembre 2027, toutes les entreprises françaises seront factures électroniques, et en 2028, c'est une obligation européenne. Donc c'est pour ça qu'en fait, le e-reporting, c'est B2B international, c'est que les factures qui seront envoyées à des clients hors Union européenne, il faudra les mentionner au même titre que des particuliers dans ce reporting, puisque ce ne sera pas des facturations électroniques qui seront lisibles par l'État, en fait. Euh, Donc il y a une question qui revient souvent, c'est mes clients sont à la fois des entreprises et des particuliers. Bah, quel dispositif me concerne? Eh bien les deux. Si je facture à la fois du professionnel et du particulier, il faudra que j'envoie des facturations électroniques et pour la partie des factures qui ne seront pas électroniques, que j'envoie ce fameux e-reporting. Tac. Donc, au niveau de temporalité, la transmission de ces éléments, je vais prendre le cas principal et si après il y a certains qui ont des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour toutes les entreprises qui doivent faire leur déclaration de TVA de manière mensuelle. Donc, pour toutes ces entreprises-là, il faudra envoyer les données de transaction. Donc, c'est-à-dire hop là, une autre personne, tac. Les données de transaction, donc c'est-à-dire les factures réalisées avec le particulier. Donc bien sûr, hein, les factures réalisées avec du professionnel ne sont pas concernées par ce e-reporting parce que bah, l'État voit le flux passer au jour le jour. Là, on est bien dans l'information e-reporting. Donc transmission des données de transaction pour les factures réalisées avec le particulier ou les professionnels hors UE. Il faudra envoyer ce rapport tous les 10 jours. C'est-à-dire que les factures émises entre le 1 et le 10 du mois, il faudra les envoyer avant le 20 en déclaration à l'État. Celles entre le 11 et le 20 avant le 30, et celles entre le 21 et la fin du mois avant le 10 du mois suivant. Pour la transmission des données de paiement, c'est-à-dire l'encaissement des factures. Donc là, pour le coup, peu importe qu'on encaisse un professionnel ou un particulier, dans tous les cas, l'État ne voit pas passer cette information et donc il faut que ce soit inclus dans le e-reporting. Là, il faudra qu'on envoie ces informations avant le 10 du mois suivant. Pourquoi ces délais assez courts? C'est parce que, comme je l'expliquais, le but étant de pré-remplir la déclaration de TVA. Et donc, si on envoie les données le 19, bah forcément, pré-remplir la déclaration de TVA pour qu'après on n'ait plus que 2 jours pour la déclarer, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils mettent un délai assez court, de manière à laisser le temps après de faire la déclaration de TVA. Voilà pour ces informations. Alors après, il y a des cas un peu particuliers pour ceux qui sont en déclaration de TVA trimestrielle. Là, du coup, bah, les délais sont un peu plus élargis. On voit que ceux qui envoient leur déclaration de TVA de manière trimestrielle doivent envoyer leurs données de transaction simplement une fois par mois avant le 10 du mois suivant. Et leurs données de paiement, pour le coup, c'est la même chose. Et puis après, ouais, je vais pas faire tous les cas pour ceux qui sont en déclaration de TVA annuelle et tout ça qui vous concerne peut-être pas. Euh, donc après, qui est concerné? Qui est concerné? Ben, c'est assez simple. C'est toutes les entreprises assujetties à la TVA française. On entend par assujetti toutes les entreprises qui sont dans le cadre de la TVA. C'est-à-dire qu'il y a certains statuts, je ne vais pas m'étaler, mais il y a certains statuts, notamment en auto-entreprise et tout ça, où les personnes sont assujetties, mais exonérées. Alors, je ne sais pas trop si c'est le cas des auto-entreprises, mais dans ce cas-là, les personnes doivent quand même être soumises à la partie facturation électronique. Donc, de toute façon, si je ne me trompe pas, toutes les personnes qui sont là sont concernées et font des déclarations de TVA tous les mois. Donc voilà, dans tous les cas, vous êtes concerné par la facturation électronique, même si j'ai déjà eu cette remarque, je n'ai que des clients particuliers, est-ce que je suis concerné? On vient de le voir, oui.
Comment va s'appliquer la réforme? Alors, euh, la réforme va s'appliquer. Alors, les acteurs de la facturation électronique, la plateforme. Ouais, bon, je vais passer cette présentation. On va aller directement ici. Ça sera plus parlant. Comment va s'appliquer la réforme? Donc, quand je réalise un achat ou une vente avec un professionnel. Donc, imaginons, je prends un exemple. Je vais le faire comme ça. Tac. Bah du coup, quasiment tout le monde qui est ici, on travaille ensemble. Donc, je vais prendre un exemple concret. Vous avez un fournisseur qui est numérique, votre fournisseur de logiciel. Moi, en logiciel de facturation, j'utilise du coup EBP. Tac. Et donc, vu que j'utilise EBP, je me suis inscrit à la plateforme du coup de Cegid, qui est en fait la plateforme recommandée par EBP, tout simplement parce que EBP fait partie du groupe Cegid. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on a le fournisseur numérique, et en fait, entre les deux flèches, on pourrait ajouter en fait quelque chose qui s'appelle solution de gestion. Ça, c'est votre logiciel qui se situe en fait juste ici, au milieu de la flèche. Donc la facture que je vous envoie, donc moi je l'émets, elle est faite dans mon logiciel EBP et après, vu que je me suis inscrit à la plateforme Cegid, elle arrive sur ma plateforme. Ensuite de ma plateforme, ça va donc à l'État au niveau ici du concentrateur de données. Le concentrateur de données, c'est un site de l'État. Ça sera transparent pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous y connecter ou quoi que ce soit. Sur ce site, il y a une sorte d'énorme annuaire national sur lequel c'est marqué numérique, ils sont avec la plateforme agréée de Cegid. Ça peut être marqué telle entreprise, ils sont avec la plateforme de DocuWare, de Sage, enfin voilà. Il y a 98 plateformes, juste à titre informatif, du coup, je vous ai sorti la liste ici de toutes les plateformes qui sont référencées auprès de l'État. Euh, comment dire? Si on prend un exemple, admettons, mon client final, il est pas forcément sur la plateforme de Cegid, donc là, tac, admettons, il est sur la PA, tac, de DocuWare, tac. Et donc, ma facture, elle arrive au concentrateur. Grâce au numéro SIRET, l'État identifie que la personne que je vise à facturer est sur la période DocuWare. Donc, ça repart sur cette plateforme agréée. Et après, DocuWare, comme EBP, il y a une solution de gestion qui reçoit cette facture. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la facture, elle est plus remise en main propre, elle est plus donnée papier, enfin, mis à part pour le particulier, mais en tout cas, entre professionnels, la facture arrivera directement dans votre logiciel. Que ce soit, du coup, dans votre BP Compta ou dans votre EBP Gestion, et ben en fait, ça, vous ferez votre choix en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais dans tous les cas, la facture, elle sera disponible directement dans votre logiciel. Voilà pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà un peu le circuit de la facture. Tac. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique, c'est un format standardisé avec différentes mentions obligatoires, notamment le numéro sirène du client. Vous avez compris que dans l'annuaire, pour savoir quelle entreprise est à quel PA, en fait, le point important, c'est d'avoir ce numéro sirène. C'est pour ça que pour certains qui ont fait déjà des mises à jour sur EBP, vous pouvez voir que sur la partie haute, vous avez une espèce de panneau attention qui vient vous dire des fois, eh bien attention, il manque le sirène dans cette fiche client. Donc ça va être un des points sur lequel vous pourrez avancer dès maintenant, c'est-à-dire repasser sur tous vos fiches clients actifs, faire un tri peut-être les vieux clients avec qui vous travaillez plus, pas besoin de les mettre à jour. Par contre, sur tous les clients actifs, venir renseigner ce numéro sirène à l'intérieur des fiches clients, ça sera un élément très important à faire avant l'été.
La distinction entre livraison de biens et prestation de services. Euh, donc ça sera un élément à mentionner sur la facture. Vous pourrez voir sur les prochaines mises à jour qui vont sortir de EBP, qu'il y aura cette mention sur les factures. Alors, si vous avez des modèles d'édition personnalisés, euh, je pense qu'il faudra, le champ va être disponible. Il faudra simplement venir l'ajouter sur le modèle, auquel cas vous pourrez nous solliciter pour qu'on l'ajoute directement sur vos modèles. Pourquoi cette distinction? Ben, comme je l'expliquais, euh, il y a une différence d'exigibilité de la TVA entre les prestations de services et les livraisons de biens. Et donc, pour que l'État sache si la TVA est exigible tout de suite ou pas, ils ont besoin de savoir si sur la facture, c'est une livraison de biens ou une prestation de service pour laquelle il faudrait attendre le paiement pour que la TVA soit exigible. Donc voilà. Ensuite, bah, l'adresse de livraison de la marchandise, tout simplement parce que, alors là, je suis peu spécialiste, mais euh, pour quelqu'un qui facturerait à un client français, mais que l'adresse de livraison de la marchandise, elle est pour le coup hors UE, il y a des impacts. On pourrait rentrer dans les détails, mais voilà, si ça concerne certaines personnes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis après, l'option de TVA d'après les débits, ça c'est des personnes, notamment on l'a beaucoup sur les garages automobiles, qui vendent des prestations de services, mais qui vendent aussi des biens, des voitures et tout ça. Et donc, du coup, ils peuvent opter sur la TVA d'après les débits. L'idée, c'est que, du coup, l'État admet que on puisse tout mettre en exigibilité facturation. Alors, forcément, ça les arrange parce qu'on collecte plus vite la TVA. Mais du coup, on a besoin de préciser sur la facture qu'on a pris cette option pour que l'État comprenne que malgré que ce soit une prestation de service, eh bien, l'exigibilité est bien à la facturation. Tac. Euh, donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, on différencie bien du coup deux parties. La facture électronique, tac, lorsque le processus de facturation est dématérialisé de bout en bout, voilà. Et donc, ce qui n'est pas facturation électronique, c'est un PDF. Il y a plusieurs fois, j'ai eu la remarque, c'est-à-dire que des personnes me disaient, bah, moi, j'envoie de toute façon toutes mes factures par mail en PDF, donc c'est bon, je suis prêt pour la réforme. Eh bien non. On va le voir juste après. Le format facturation électronique, c'est à la fois du coup tout le process, on va dire, d'envoi de la facture qui passe par l'annuaire et qui revient, mais également un format imposé. Tac, hop. Les différents formats imposés, alors on a FactureX qui est mis en avant ici. Et on a aussi UBL et C2I. Ces trois formats-là sont aux normes facturation électronique. La facture X, en fait, ça contient des données XML, donc c'est un petit fichier informatique qui vient se coller derrière le PDF et dans lequel bah, il y a de manière informatique les informations obligatoires, donc livraison de biens, prestation de services, numéro sirène, TTC, hors taxe, TVA, enfin toutes ces informations. Et donc, c'est ce qui fait que l'État va pouvoir pré-remplir la déclaration de TVA. Et ce qui fait aussi, mais vous allez le voir après dans des cas concrets, ce qui va vous faire gagner du temps en saisie des achats, puisque bah, aujourd'hui, toutes ces informations-là, on les retape parce que c'est nous, bah, c'est l'humain avec ses yeux qui lit ce document, ou alors des fois, il y a des intelligences artificielles avec de la reconnaissance de caractère qui viennent lire. Ben, demain, on n'aura plus besoin de lire puisque toutes ces informations, elles seront dans un fichier standardisé. Et donc, avec la facture X, on a aussi le document PDF qui, là, pour le coup, est lisible à l'œil nu, hein. C'est un document bah, comme on a l'habitude de voir. Donc, c'est bien ces deux éléments qui font la facture électronique. Et après, il y a deux autres formats que vous avez peut-être entendu parler, qui sont UBL et C2I. Ces deux autres formats, en fait, il n'y a même plus de PDF. C'est que la donnée XML. On- J'ai tendance à penser que ça sera utilisé par les très grandes entreprises qui ont beaucoup de volume. Euh, Tout simplement parce que le PDF peut être lourd à stocker, mais bon, c'est vraiment quand on a beaucoup de volume qu'on se pose ces questions-là.
Donc, les objectifs de la réforme. Alors ça, c'est les objectifs donc annoncés par l'État. Alors, je reprends ma souris. Renforcer la compétitivité grâce à l'allègement des charges administratives. Bon, ça, on va dire, c'est le côté qui fait, qui fait plaisir, on va dire, aux entreprises. C'est-à-dire, vu que on a toutes ces informations standardisées dans le XML, on va voir dans le logiciel que en termes de saisie comptable des achats, eh ben, il y a clairement du temps à y gagner. On estime à peu près un quart du temps à y gagner sur le traitement des factures d'achat. Simplifier à terme les obligations déclaratives en matière de TVA et le pré-remplissage des déclarations. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, demain, alors je dis demain, mais ce sera encore plus tard que la facturation électronique, hein. Ce sera pas au 1er septembre 2027 qu'on va direct avoir la déclaration de TVA pré-remplie. C'est d'abord ils captent l'information et ensuite ils iront sur ces sujets-là. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc le pré-remplissage de la déclaration de TVA, en fait, un peu comme, comme votre impôt sur le revenu, vos feuilles d'impôt sur le revenu, vous voyez qu'elles sont pré-remplies, notamment avec vos salaires. Des fois, vous avez aussi quelques euros qui peuvent être pré-remplis par rapport à des intérêts de livret que vous pouvez avoir. En fait, toutes ces informations-là, elles sont déclarées en amont par votre expert comptable, par votre banque ou tout autre tiers, et c'est ce qui fait le pré-remplissage. Et bien là, en fait, c'est clairement la même chose. C'est obliger les gens à faire comment dire, à envoyer les informations un peu plus tôt pour qu'on pré-remplissent ces déclarations de TVA. Et donc, un des principaux intérêts de l'État, c'est lutter contre la fraude fiscale, parce que forcément, s'il voit passer toutes les factures, euh, il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront frauder à la TVA ou pas déclarer, parce qu'aujourd'hui, mis à part avec des ratios où ils peuvent se dire que les taux de marge sont pas bons par rapport à votre liasse fiscale. Enfin, ils n'ont pas moyen d'aller voir concrètement toutes les factures passées et demain ils les verront passer. Donc forcément que les contrôles fiscaux liés à la TVA, là où aujourd'hui ils étaient quasiment aléatoires, et bien là ils seront plus aléatoires parce qu'eux ils auront des voyants rouges ou verts et ils iront taper que sur les entreprises qui ont déjà un voyant rouge du fait de ce qu'ils auront vu passer. Euh, et améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage plus fin des actions du gouvernement en matière de politique économique. Alors ça, bon, c'est un autre argument. L'idée, c'est de se dire, vu que l'État verra tout passer, ils vont pouvoir mieux anticiper les choses avec potentiellement mieux contrôler les délais de paiement parce que il y a pas, enfin j'ai entendu souvent cet argument, c'est que il y a pas mal de petites entreprises en fait elles sont viables mais parce qu'elles ont un impayé dans les premières années, du coup en fait l'entreprise est liquidée et donc en fait le fait de voir passer ces factures, ils vont pouvoir mieux contrôler ces informations-là. Comment anticiper la réforme? Comme j'expliquais, alors on va aller sur la partie droite d'abord. Mettre à jour les informations des fiches tiers. Donc, c'est-à-dire repasser sur toutes vos fiches clients et indiquer le numéro SIRET, les adresses, le numéro de TVA intracommunautaire. Privilégier l'envoi de factures digitales. Alors ça, c'est effectivement pour les clients qui seraient habitués à avoir leur facture papier. Peut-être que le côté passer direct à la facturation électronique, ça peut faire un gros gap. Du coup, on peut les habituer à, pendant quelques mois, leur envoyer par mail pour que déjà ils aient l'habitude de plus l'avoir papier. Bon, ça, à la limite, c'est moins important. Je dirais que ça, c'est le plus important pour vous en interne, mettre à jour votre base client. Veiller à la bonne application des mentions légales sur les factures, c'est-à-dire vérifier que les quatre éléments dont je vous ai parlé sont bien sur vos modèles d'édition et le cas échéant, on pourra les ajouter ensemble. Organiser les flux de gestion des achats selon la nature des factures d'achat. Alors oui, euh, il y a certaines entreprises qui analysent, on va dire, la rentabilité de leur chantier ou de leurs affaires directement dans l'outil de gestion. Par exemple, il y a des entreprises qui ont un EBP gestion commerciale et un EBP compta.
Les EBP gestion commerciale, on va vouloir recevoir potentiellement toutes les factures d'achat liées à l'activité. Par contre, les factures d'achat liées aux frais généraux EDF, SFR, enfin voilà, eh bien, toutes celles-là, on va se dire, bah, pas besoin de l'avoir pour analyser notre rentabilité par affaire ou par chantier, et donc du coup, on les envoie directement en compta. Donc, c'est un peu faire le schéma de ce qu'on reçoit et déjà se dire, bah, qu'est-ce que je vais envoyer là, qu'est-ce que je vais envoyer là. Après, il y a certaines entreprises où c'est simple, on ne fait pas d'analyse de rentabilité par chantier ou par affaire, et du coup, on envoie tout direct en compta. Voilà. Tout dépend de la configuration de chacun, et donc on pourra le faire au cas par cas. Et il y a encore d'autres entreprises qui ont un BP gestion commerciale, mais qui délèguent complètement la comptabilité à leur expert comptable. Là, bah, il faudra se poser la question de savoir qui c'est qui reçoit les factures d'achat. Est-ce que c'est l'expert comptable? Mais auquel cas, il faut qu'il nous laisse un accès parce que bah, nous, il faut quand même qu'on aille voir ce qu'on a à payer. Ou alors, est-ce qu'on les reçoit dans notre gestion commerciale pour générer nos informations de paiement? Et auquel cas, là où aujourd'hui on leur transmet les écritures comptables de vente, et ben demain on leur transmettra les écritures comptables d'achat et de vente. Voilà, voilà un peu les différentes options. Euh, En comptabilité, il y a un champ de facture avec leur bon de commande, bon livraison et bon de réception. Alors ça, c'est pour ceux qui gèrent complètement le processus des achats. On va le voir tout à l'heure dans une petite vidéo de présentation, comment on lit les commandes passées auprès de fournisseurs avec les bons de réception et jusqu'à la facture d'achat qu'on recevra de manière électronique. On va le voir juste après. Après, donc sur cette partie-là, dans votre organisation, donc là, ça touche plus à l'outil, c'est vraiment vous, comment vous pouvez vous organiser. Bah, c'est de savoir qui s'occupe de cette partie facturation électronique et qui suit, on va dire, ce projet à part entière dans l'entreprise qui va être mené sur l'année, enfin, on va dire les 2 années qui viennent. Euh, Inventorier et moderniser les solutions de gestion comptabilité de votre entreprise, bah, tout simplement pour ceux qui auraient un EBP qui date de 2010-2015 et qui n'est pas à jour, bah, c'est en fait mettre à jour votre logiciel de manière à ce qu'il soit conforme à la facturation électronique avec bah, la possibilité d'envoyer en facture X, tous les champs obligatoires qui soient bien gérés à l'intérieur. Enfin, en gros, c'est mettre à jour votre logiciel. Organisez votre activité pour que la collecte de la TVA en partie soit fluide et automatisée. Euh, oui, bon, ça, je pense que vous le faites déjà parce que bah, vous déclarez votre TVA, donc ça ira. Pour répondre aux visuels, nous aussi, dans les factures, faut choisir une plateforme. Ouais, bon, ça, je vais passer aussi. Choisir une plateforme. Alors ça, choisir la plateforme, donc vous avez forcément plusieurs cas possibles. Euh, dans tous les cas, vous allez avoir plein d'acteurs. Vous avez vu dans la liste que je vous ai faite, il y a une centaine de plateformes possibles. Donc j'imagine que vous avez déjà été sollicité par votre banque, par votre expert comptable, par votre prestataire informatique peut-être, et peut-être par des logiciels de GED aussi, comme Zindoc, DocuWare, qui vous ont peut-être sollicité. Moi, ce que je conseille malgré tout, c'est que en soi, on a le choix de prendre la plateforme agréée qu'on souhaite. Et puis légalement, on peut même en changer, c'est-à-dire on peut en prendre une et puis un mois après en changer. Maintenant, la plateforme et la solution de gestion doivent être connectés pour avoir ce gain de temps. Parce que si la plateforme et la solution de gestion ne sont pas connectés, eh bien, il faudra se connecter sur un espace en ligne pour aller télécharger toutes ces factures d'achat, les remettre en compta, limite les retaper manuellement comme on le fait aujourd'hui. Donc, on n'a plus aucun gain de temps. Donc, l'idée, c'est soit de prendre une plateforme, mais auquel cas, pour la connecter, il va falloir bah, potentiellement solliciter un informaticien, un développeur pour qu'il fasse un connecteur et tout ça. Ou alors, bah, si vous prenez du coup la plateforme de Cegid, bah, EBP, vu que ça fait partie du même groupe, tout ce travail de développement entre les deux a déjà été fait. Et donc nativement, les deux sont faits pour fonctionner ensemble. Je pense à ceux qui utilisent des EBP Compta, mais avec un autre logiciel de gestion. Peut-être que
il sera préférable d'aller prendre la plateforme agréée de l'autre logiciel de gestion, tout simplement pour avoir de la même manière ce côté connecté entre la plateforme et la solution de gestion. Voilà. Dans tous les cas, aller prendre la plateforme agréée de sa banque ou bah, si on n'a pas le logiciel de facturation de sa banque, il n'y a pas d'intérêt. Parce que du coup, on va se retrouver avec une plateforme qui n'est pas du tout connectée à notre logiciel et donc on va avoir des problématiques de perte de temps entre les deux, quoi. Veiller à la formation sur la facturation électronique des collaborateurs comptables de l'entreprise. Bah là, l'idée, c'est que, bah, comme je le fais, c'est pour ça, c'est vous tenir informé. Maintenant, vous avez peut-être dans votre entreprise des personnes qui sont à l'administratif, mais qui n'ont pas participé à cette visio. Bah, vous pourrez leur transmettre les différentes informations que je vous ai transmises par les documents ou même bah, à l'oral de ce que vous avez retenu. Mais en tout cas, c'est bien de sensibiliser les gens parce que bah, il y a pas mal de fausses idées autour de la facturation électronique sur le fait qu'on n'est pas concerné parce qu'on travaille avec du particulier ou alors qu'un PDF suffit. Enfin voilà, il y a pas mal de fausses idées et donc il faut bien l'expliquer à tout le monde. Vous pouvez également échanger avec votre expert comptable sur le sujet. Et puis, bah, vous pouvez vous connecter sur le site de l'État pour voir les différentes informations, mais autrement, vous pouvez aussi nous solliciter chez Numérique pour qu'on puisse vous répondre. Donc voilà sur la partie, on va dire, présentation générale de la facturation électronique. Et donc là, bah, si vous avez des questions, on peut se faire un petit temps de 5 minutes sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas à réactiver votre micro et puis je pourrais vous répondre à vos questions. Et puis après, bah, je passerai à la partie vraiment dans EBP, comment ça se passe avec des petites vidéos et des présentations. Voilà. Si Bonjour, quelqu'un a des questions. je sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, très bien, je vous Ouais, entends. Pierre-Yves Avy, donc je suis gérant d'une société de diagnostic et je travaille avec ABAC, hein. Désolé pour le retard tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Donc, j'ai compris. Merci, hein, d'ailleurs, c'est très clair. Par contre, nous, on a deux logiciels de gestion. On a un logiciel qui est géré par ABAC, hein, pour toute la partie achat. C'est-à-dire que nous, on sous-traite toute notre comptabilité, on va dire. Et je facture avec un logiciel métier, en fait. Donc, si j'ai Ok. bien compris donc nous, nos clients, c'est des particuliers et puis des agences, des syndics, etc. Donc, nous, on pratique déjà une facturation numérique systématique. Il n'y a pas de facturation papier. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait privilégier quelque part pour nous deux plateformes, une en lien avec EBP et une en lien avec notre logiciel métier pour les clients, en fait. Ouais, c'est l'idée. En gros, bah alors après EBP ou autre, je suis désolé, j'ai pas l'information. Vous facturez sur quoi au niveau vente aujourd'hui? Alors, notre logiciel, j'en ai pas parlé parce qu'il n'est pas connu, je pense, dans votre environnement. C'est un logiciel qui s'appelle Liciel, en fait. Ok. C'est un Bon. logiciel de diagnostiqueur immobilier, c'est un espèce de CRM, on va dire, et Ok. à partir duquel on facture nos clients, quoi, que ce soit des Vous particuliers faites ou vos des pros. factures de vente dessus. Ouais, on fait nos factures de vente dessus, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Bon, et bah donc il faut se renseigner parce que bah changer pour changer, c'est pas forcément indispensable. Il faut se renseigner auprès de l'ICL, savoir s'ils vont être OK pour la facturation électronique et quelle plateforme ils recommandent Ouais. pour la partie vente. Et pour la partie achat, bah après, faut voir Bah ça, avec je ABAC vais, je sur vais quel. voir avec Abac, c'est eux Voilà, qui me. exactement. Ouais, ça c'est simple. Non, mais du coup, ma question, elle porte aussi, quels sont les délais en fait, parce que je suis arrivé un peu en retard, désolé, à partir desquels on va être obligé de facturer nos clients, en tout cas de déposer nos factures sur cette fameuse plateforme en fait. Alors, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, Ouais, elles vont devoir émettre leur facture de vente à partir du 1er septembre 2026. Pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, elles vont devoir émettre toutes leurs factures de vente à partir du 1er septembre 2027. Donc ça va se faire d'accord. en 2 temps. Par Donc ça sera le contre, cas. au niveau des achats, ça Oui, oui, ça j'ai concerne même compris. les Ouais. petites entreprises dès Tout de le suite, début, bah parce oui. qu'en fait, on va avoir une période d'un an où on va avoir des gros fournisseurs et des petits Bah bien fournisseurs, sûr. Hmm. et donc on va avoir les deux qui vont arriver.
Non, non, j'avais bien ça en tête. Donc, ça veut dire que nous, en Voilà. achat, faut qu'on se prépare tout de suite, hein, pas de débat. Et par contre, pour les ventes, donc c'est septembre 2027, en fait. Exactement, oui. Ouais. Après, ce qu'il va falloir faire pour l'instant, c'est avant fin mars, il faut s'inscrire à une plateforme agréée. Je pense que sur le deuxième trimestre et pendant l'été, l'État, si elle voit que certaines entreprises ne sont pas, pardon, inscrites à une plateforme, eh bien du coup, elles vont probablement qu'elles vont être sollicitées. Alors je connais pas les modalités, mais appeler, un mail, un Mm. courrier Ouais. pour dire bah attention, vous n'avez pas N'oubliez pas, choisi quoi. votre plateforme. Mm. Exactement. Mais donc, Et on est donc d'accord, on peut bien avoir deux plateformes, achat et oui, vente. Enfin, c'est pas un oui, problème, quoi. exactement. Une plateforme en réception et une plateforme en émission. Donc, et le conseil que vous donnez, c'est prenez des plateformes qui sont un peu recommandées ou connectées déjà avec le logiciel d'exploitation, quoi. Si je prends l'exemple d'Abac, vos achats ils vont être Ouais, traités sur Penny Lane, c'est ouais, sûr. ouais. Donc Penny Lane a sa plateforme qui s'appelle Penny Lane. Donc probablement qu'en réception, vous devrez bah, en tout cas, je vous conseillerais de prendre cette Ouais, bien plateforme-là. sûr, bien Après, sûr. en émission, bah, se renseigner avec ce que vous avez et puis bah, voir déjà si ils vont se mettre aux normes parce qu'il y a aussi pas mal, enfin, moi je me rends compte hein, de logiciels métiers qui étaient, tout le monde faisait son logiciel métier. Mais en fait, Ouais, ces logiciels métiers, bah, ils vont pas prendre le gap parce que bah, ça coûte cher d'avoir une plateforme agréée. Et donc, du coup, bah, peut-être que ces logiciels métiers, demain, ils s'arrêteront à je fais mon devis, je fais ma commande, je fais mon bon de livraison, mais je m'arrête là. Et ouais, je après, bah, comprends. à moi Mm, d'aller prendre un logiciel où ça pousse jusqu'à la facture. mm. Ouais, non, non, c'est évidemment très, ouais, très sensible comme point. Ouais, je suis d'accord, hein. Voilà. Je sais pas Ok, si j'ai bon. répondu à toutes les Si, si, questions. parfaitement. Ouais, non, c'est top. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, parfait. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas avant que je passe à la suite. On va considérer que c'est OK. Du coup, tac, tac. Donc là, on va aborder la seconde partie du comment ça va se matérialiser dans EBP. Donc, ça reprend la question juste avant. Au niveau temporalité, donc on voit bien septembre 2026, obligation de réception, septembre 2027, obligation d'émission et du reporting, où je pars détailler, que j'ai bien évoqué au tout début de la présentation. Cette période-là, les périodes en amont, donc avril 2025, c'était l'ouverture des plateformes agréées. Donc en fait, depuis avril 2025, on peut s'inscrire à une plateforme. Et janvier 2026, ouverture du pilote. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, mais des grandes entreprises, qui ont été désignées comme pilotes. Et donc, c'est-à-dire que elles, dès le 1er janvier 2026, elles vont émettre des facturations électroniques de manière à tester un petit peu tous ces processus et que ça se passe de manière progressive. Alors, forcément, du coup, l'État a mentionné bah, des risques en termes de non-conformité. Maintenant, il y aura forcément une période d'indulgence et après, bah, on va dire ça, c'est un peu des menaces, mais l'État forcément reviendra vers les entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire, je pense, dans un premier temps, avec des courriers de rappel et pas des amendes directement. Dans tous les cas, ce qui est légalement prévu, c'est que en cas de non-émission de facturation électronique, il y aurait une pénalité de 15 euros par facture. Donc après, bah, tout dépend de vos volumes de factures de vente. Et en cas de mention légale obligatoire, on serait à 15 euros également. Et après, sur la partie e-reporting, donc transmission des données commerce particulier et international, et des données de paiement, là, on serait sur 250 euros par e-reporting manquant, donc potentiellement 3 par mois, quoi. Et puis, bah, bien sûr, les opportunités. Donc, comme je l'expliquais, la réduction des délais de paiement et des litiges, diminution des coûts de traitement des factures et des paiements, réduction des erreurs de facturation comptabilité. Parce que bah, forcément, vu que les montants TTC hors taxe ils seront déjà pré-remplis, bah,
il y aura moins de place pour la faute de frappe. Et puis également le gain de temps en saisie et pour la déclaration de TVA. Tac, tac, mise en place progressive pour. Donc, le conseil forcément que tout le monde va prendre, c'est-à-dire bah, essayer d'anticiper un peu ça. C'est-à-dire que l'obligation de réception étant au 1er septembre 2026, bah, ça serait pas mal d'y penser au premier ou deuxième trimestre et de pas attendre l'été et le mois d'août pour le faire. Voilà, donc ça c'est un des premiers conseils. Prenez le temps d'adapter votre processus et de choisir les bonnes solutions. C'est-à-dire que moi, quand une entreprise vient me voir pour dire bah, je vais changer mon logiciel dans le cadre de la facturation électronique, quand elle vient me voir aujourd'hui, bah, j'ai une approche en disant bah, peut-être qu'on va en profiter pour faire de la rentabilité par affaire, peut-être qu'on va en profiter pour intégrer une base article pour avoir des notions euh, comment dire, d'achat et avoir le catalogue des fournisseurs à l'intérieur de notre ERP. Tous ces points-là qu'on met en place aujourd'hui, je suis persuadé que si on me sollicite le 31 août, on se contentera de répondre à l'obligation légale et on n'ira pas dans ce détail. Et donc, on pourra le faire après coup, bien sûr, mais la bascule sera pas faite de manière la plus optimisée et la plus sereine possible. Et donc, anticiper. Et donc, si vous constatez que vos logiciels de facturation de compta sont soit sur des BP anciennes versions, soit sur des logiciels qui ne seront pas conformes facturation électronique, et ben, se poser la question dès maintenant, parce que une mise en place de logiciel, bah, chez nous, ça dure généralement pas moins de 2 mois. On va dire 2 à 6 mois selon la taille de l'entreprise et ce qu'on veut mettre en place, avec tout un tas de rendez-vous ponctuels pour mettre en place tous ces processus de manière sereine, quoi. Hop. Comprendre, c'est choisir. Oui, bon, ça, je vais le passer parce que c'est un peu une redite. Et donc là, dans EBP, comment ça va se matérialiser? Donc là, je vais pouvoir faire une petite pause. Ça va être des vidéos de présentation. Alors, sur ces vidéos, il y a pas de son, donc je vais me permettre de les commenter. Et donc, on commence ici sur un EBP gestion commerciale. Qu'est-ce qui va apparaître dans les mises à jour? Alors, je coupe juste la présentation. Les mises à jour d'EBP, si vous êtes sur des EBP en ligne, elles vont sortir, j'ai plus la date exacte, mais vers le 10 janvier 2026. Si vous êtes sur des EBP en local, installés sur des serveurs ou des PC, là, la mise à jour va sortir à partir du 15 décembre. Mais par rapport à ceux qui sont en ligne, elle se passera pas toute seule. C'est-à-dire qu'à partir du 15 décembre, elle sera disponible. Et donc, il faudra qu'on prenne rendez-vous ensemble pour qu'on mette à jour vos logiciels. Dans tous les cas, comme j'ai pu l'évoquer avec certains, moi je suis pas fan de passer la mise à jour dès qu'elle vient de sortir parce que tout simplement, des fois, il y a des petits bugs. Et donc, je préfère que d'autres personnes que mes clients s'en rendent compte. Et donc, on pourra potentiellement aussi attendre janvier pour passer la mise à jour, que les premiers retours d'expérience aient eu lieu. Et il y a un cas particulier, c'est pour ceux qui seraient sur des logiciels en ligne et qui ont souscrit depuis le 1er juin. Ces personnes-là, elles auront accès du coup à ce qu'on va montrer dès le 27 novembre. Voilà. Toc. Et donc je remets la vidéo. Donc là, ça va être les mentions légales. Donc EBP se met à jour. Ce qui est bien, c'est que ça va être transparent pour vous. C'est que ces informations-là, dès que votre logiciel va se mettre à jour, eh bien, elles seront disponibles. Et donc vous pourrez, en quelques clics, ajouter ces mentions légales sur vos factures. Les unités, donc il va y avoir un code UNEC, c'est celui qu'on voit sur la partie basse, là, sous le cadre blanc, qui est une obligation liée à la facturation électronique. Et donc, pour toutes les entreprises qui avaient déjà EBP avant, il faudra aller rapprocher le code unité heure, admettons, avec le code UNEC HUR, qui sera la norme, parce que le lecteur a besoin de voir passer cette information.
Ensuite, eh bien, vous pouvez, sur les factures que vous émettez déjà, consulter, voir si vos factures sont conformes à la réforme de la facturation électronique. Et donc là, vous aurez toute une ligne avec des coches vertes et des panneaux attention pour savoir eh bien, qu'est-ce qui manque sur votre facturation électronique aujourd'hui pour qu'elle soit conforme. Donc ça, vous pouvez déjà regarder dès aujourd'hui. Sur la partie avoir, on va avoir besoin de mettre l'information de la facture euh, bah, qui correspond à cet avoir en quelque sorte. Et donc on pourra saisir la référence. Alors, sur les avoirs en création manuelle. Ouais, je pense que. Hop, je fais une petite pause là-dessus. Je pense que si on va sur une facture et qu'on fait clic droit, transformer en avoir, là ce champ se remplira tout seul. Par contre, si on crée un avoir en faisant ajouter avoir, eh bien la case référence, il faudra forcément aller dire de quelle facture ça provient. Ça, l'API Sirène, alors c'est une nouveauté sans LED, c'est-à-dire que c'est sorti à l'été, c'est sorti l'été dernier. Donc vous avez peut-être déjà pu le voir quand vous tapez le nom d'une entreprise ou son numéro SIRET, ça pré-remplit votre fiche client avec notamment toutes les informations légales qui seront pour la facturation électronique. Après, il faut faire attention dans le cadre de groupe. On voit comme BP, ils ont plusieurs bureaux, quoi, plusieurs lieux. Et donc, du coup, bah, il faut bien aller choisir le bon endroit en fonction du client, quoi. Là, c'est un cas d'usage qui, notamment dans le bâtiment, va concerner beaucoup de personnes. C'est le paiement direct. C'est-à-dire quand une personne nous facture, mais que c'est pas cette personne-là qu'on... Quand on facture une personne, mais que c'est pas cette personne-là qui nous paye. C'est-à-dire que c'est une autre personne, potentiellement le client final, qui nous paye en direct. Et donc ça, c'est un cas particulier dans la facturation électronique et qui sera géré dans EBP. C'est pour ça qu'ils le mettent bien en avant et donc on aura cette information qu'on pourra mettre. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces sujets-là. Tac. Voilà pour cette première partie de présentation sur le EBP gestion commerciale. Euh, Automatisation, validation et paiement. Tac. Enfin, ça, on va le passer. Là, du coup, on va voir comment va se matérialiser dans l'outil EBP, mais cette fois côté EBP bâtiment, pour ceux qui l'utilisent. Tac. Et donc, il y a des parties, bien sûr. Cette partie-là, on ne l'a pas vue dans la vidéo de la gestion commerciale, mais on aura la même chose. C'est-à-dire que dans l'onglet fournisseur achat, ici, c'est à cet endroit-là, si on a choisi, bien sûr, de recevoir les factures d'achat dans notre outil de gestion, qu'on recevra nos factures. On verra dans une troisième vidéo comment ça se matérialise quand on a choisi de recevoir dans EBP Compta. Hop. Donc on voit hein, les onglets qui s'ajoutent, voilà, c'est en haut à gauche, le portail des dépenses, et où là on retrouvera directement toutes les factures d'achat qui seront disponibles dans notre outil. Donc sur la période transitoire 2026-2027, eh bien vous aurez des factures qui arriveront de par la plateforme agréée quand ce sera des factures via des gros fournisseurs, comme j'en ai parlé juste avant. Et vous aurez aussi des factures que vous continuerez de recevoir par mail. Et donc, vous aurez des factures déjà là, et autrement, vous aurez le bouton importer en haut à droite, où vous pourrez venir importer les factures qui ne seront pas encore électroniques à cette période-là. Donc là, ici, le logiciel donc, va pré-remplir tous ces champs-là, soit par la lecture du fichier XML dont je vous parlais tout à l'heure, et donc là, on est sur une donnée 100% fiable, soit pour la période transitoire notamment, et puis demain pour tout ce qui va être note de frais qui sont des exceptions.
vous aurez la possibilité en fait d'avoir une intelligence artificielle qui viendra lire. Mais là, pour le coup, avec peut-être 90% de fiabilité, mais quand c'est une IA qui lit, forcément, c'est moins fiable que, un fichier XML. Voilà, on aura sur la partie de droite le visuel de notre PDF et sur la partie de gauche la saisie. Donc en fait, on n'ira plus côté gestion faire ajouter facture et retaper toute la facture. Ça sera directement sur cette partie-là et après quand on validera, bah, ça sera une facture comme ça l'était avant, quoi. Et on pourra bien, pour ceux qui gèrent tout le processus d'achat, on pourra bien rattacher cette facture à des bons de réception, comme aujourd'hui on ferait, bah, je coche trois bons de réception et regrouper en facture. Donc on aura bien ce suivi-là également. Voilà. Pour les origines, bah, ça nous permettra notamment au départ de différencier les factures bah, des fournisseurs de plus de 250 avec ceux qui sont pas encore obligés de nous les envoyer via la plateforme. Voilà pour cette présentation. Tac. Et donc, on va faire la dernière partie qui est comment ça se matérialise dans le EBP Compta. Tac. Donc, si on a choisi de recevoir ces factures d'achat dans le EBP Compta, on va avoir au niveau de l'onglet quotidien en haut à gauche. C'est bon, c'est bien parti. Ouais. Euh, Bah, un peu la même chose que dans fournisseur achat sur EBP Bâtiment, hein. On va avoir l'onglet tableau de bord et traitement des documents. Là, bah, en fait, là où aujourd'hui on passait par la saisie journal pour saisir ses factures d'achat, demain on ne passera plus du tout par la saisie journal. On passera tout par ce menu-là et donc on recevra nos factures ici et on aura un peu comme sur bâtiment, quand on cliquera sur la ligne, on aura le visuel du PDF et l'onglet de saisie qui sera pré-rempli. Voilà. Voilà pour les. Alors oui, bien sûr, cet onglet importé existera toujours parce que demain vous recevez une facture d'un fournisseur hors Union européenne, eh bien vous aurez toujours la possibilité de cliquer sur le bouton importer pour mettre sa facture qui ne sera pas facture électronique. Petit point que j'ai abordé que légèrement, on va avoir du coup des statuts RFE là qu'on voit prise en charge, suspendu, paiement transmis. Toutes ces informations-là, en fait, c'est le côté accepter la facture avant de la payer. On va avoir besoin de noter que les factures sont acceptées et comme ça, l'État sera aussi informé de ça. C'est pour toutes les problématiques de délai de paiement notamment. Voilà, là, en cours de saisie, eh bien, on peut venir mettre un ou plusieurs comptes de charge en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de la facture, hein, comme on pouvait le faire dans une saisie d'écriture manuelle, hein. Donc, on va dire le corps du document, c'est la seule partie qui pour moi sera bah, jamais pré-remplie ou alors que tardivement avec l'IA, parce que bien sûr, une même facture peut être une marchandise pour une entreprise, comme peut être un petit équipement ou autre chose pour une autre. Donc c'est ça où l'affectation du compte de charge, eh bien, ça dépendra de l'entreprise. Et donc je pense qu'il restera toujours cette partie-là de saisie. Ça, on a la partie circuit de validation. Donc, si vous voulez mettre des process en interne, euh, bah, c'est-à-dire une personne reçoit la facture, l'envoie à une autre personne pour que l'autre personne dise bah, OK, on peut la payer, eh bien, ça sera des nouveautés que vous pourrez faire dans votre logiciel.
Euh, Ah oui, si. Ok. Mince. Hop. Tac. Donc, dans les mises à jour que EBP va proposer, donc il va y avoir, c'est pour ça qu'il parle de triptyque, la plateforme agréée qui est intégrée directement aux solutions EBP, comme je l'ai évoqué depuis le début. Donc ça vous permet de ne pas avoir à changer de logiciel et directement de bénéficier des avantages de la facturation électronique, mais également de répondre aux obligations légales. Euh, Automatisation intelligente du traitement des factures, bah, c'est que dans les nouvelles mises à jour, EBP va intégrer de l'intelligence artificielle pour aller reconnaître toutes ces factures qui sont pas encore électroniques et bah, aller visualiser bah, quel est le montant TTC et vous le pré-remplir. Hein. Le fournisseur de la même manière, le montant hors taxe, la TVA. Et après, service de paiement intégré pour une trésorerie boostée. Alors aujourd'hui, d'autres comment dire concurrents à EBP le faisaient déjà. L'idée en fait, c'est que EBP va ouvrir des services de paiement. C'est-à-dire que vous pourrez, si vous souhaitez, avoir un compte bancaire EBP. L'idée, c'est pas EBP qui va devenir une banque, hein, c'est simplement une banque en ligne qui s'appelle Swan, qui est déjà derrière de nombreux éditeurs de logiciels, notamment Pennylane, N2F. En vrai, je connais pas tout le monde, mais je sais que derrière ces deux-là, c'est la même banque. Et donc, en fait, vous pourrez ouvrir un compte au travers de votre logiciel de compta. Et l'idée, c'est que là où aujourd'hui, vous allez faire un virement sur votre site du Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, et derrière, bah, vous allez noter dans votre compta que c'est payé par un lettrage et tout ça. Bah, demain, en fait, vous pourrez directement aller sur votre facture, faire clic droit payer, et le virement sera généré et le lettrage réalisé. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, je sais sur cette partie-là qu'il y a beaucoup d'entreprises du coup qui sont réticentes à l'idée, bah, tout simplement parce que ces banques en ligne-là, elles génèrent pas de financement si demain vous devez acheter un bâtiment ou financer un rachat de clientèle, enfin peu importe le projet. Euh, Ce que je peux voir, moi, sur comment c'est utilisé dans certaines entreprises, c'est que on garde le prestataire traditionnel de banque, mais on va avoir du coup un petit compte courant en plus qui va être réapprovisionné de manière automatique, c'est-à-dire que en gros, dès que le compte courant passe en dessous les 1000 euros, admettons, eh bien on vient remettre 1000 euros tout seul. Et ce petit compte courant bah, sert simplement à régler toutes ces factures d'achat. Donc voilà. C'est pas quelque chose qui est obligé, c'est quelque chose qui sera intégré dans l'abonnement, que vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, mais voilà, ce sera un service additionnel proposé. Et pourquoi tous les éditeurs de logiciels se mettent à faire ça? Bah, c'est parce que derrière, il y a encore plus de gains de temps liés à la facturation électronique, c'est-à-dire que je reçois ma facture. Bah déjà la saisie est automatisée et en plus à la fin je peux cliquer sur virement si mon fournisseur j'ai renseigné le RIB dedans, je clique sur virement et je génère le virement là où avant j'étais obligé d'aller sur l'espace en ligne de mon prestataire bancaire. Voilà l'idée. Euh, voilà, donc là, bah, c'est de la même manière. Notre plateforme, nos outils de gestion ne font qu'un, tout est géré. Donc, voilà, c'est l'idée de bah, aller prendre la plateforme agréée qui va avec sa solution de gestion pour avoir les gains de temps optimaux. Tac. Et donc, sur la partie basse, là, je ne sais pas si vous avez vu, espèce de petit avion en papier là, avec émission, réception des factures et e-reporting facilité. Vous avez ce même petit logo en bas de vos solutions EBP. Euh, sur ce lien, vous pouvez cliquer directement pour vous inscrire à la plateforme AgréCJ. Alors, j'avais prévu normalement à la fin de la présentation de le faire pour vous faire une démo. La problématique que j'ai, c'est que derrière, on a besoin de renseigner des informations confidentielles des personnes pour s'inscrire. Et donc finalement, je le ferai pas. Mais n'hésitez pas du coup à revenir vers moi pour qu'on le fasse avec chacun au fur et à mesure. L'inscription, ça se fait très facilement. Ou alors même, vous pouvez le tester, de le faire vous-même. Et puis,
et puis me solliciter que si vous rencontrez un problème par rapport à ça. Voilà. En tout cas, on est à votre disposition pour ça. Automatisation. Moins d'intervention humaine, quoi, voilà. C'est un peu une redite de tout ce qu'on a pu dire sur la facturation électronique. Là, bah, c'est la partie service de paiement intégré que j'expliquais avant, hein. L'idée, bah, c'est à l'intérieur de votre logiciel de compta, bah, vous pourriez payer directement vos fournisseurs. Le rapprochement automatique des transactions et des factures, bah forcément, vu que c'est votre logiciel de compta qui est à l'initiative des virements, eh bien, vous avez votre lettrage qui est déjà fait. Le lien de paiement sur les factures clients, c'est-à-dire que on pourrait avoir en bas des factures un bouton sur lequel on va cliquer. Euh, Enfin, je dis on pourrait, mais c'est ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils vont sortir hein, sur le premier semestre 2026. C'est qu'on pourra intégrer dans nos factures un lien de paiement. La personne qui cliquera dessus pourra mettre, bah, comme on le fait un peu sur Amazon ou d'autres sites, hein, saisir sa carte bancaire et donc payer en direct. L'avantage pour vous, c'est que si la personne le fait comme ça, eh bien, dans votre compta, c'est déjà lettré, pointé, enfin voilà, vous avez déjà toutes les informations. Et également, ben, vous pourriez avoir des cartes de paiement physiques ou virtuelles et donc bah, donner des cartes bancaires aux personnes qui en ont déjà dans l'entreprise. L'avantage de ça, c'est que dans tous les cas, les éditeurs de logiciels, pour l'instant ceux que je connais, intègrent ça au coût de leur abonnement, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Donc c'est vrai que si on a plusieurs commerciaux, si admettons on a 5 commerciaux ou techniciens qui ont des cartes bancaires qui coûtent potentiellement 10 euros par mois chez des prestataires traditionnels, et bien là, on est sur des cartes qui sont gratuites et contrôlables depuis votre logiciel, c'est-à-dire que vous avez la main sur, bah voilà, tel est le plafond pour lui, tel est le plafond pour lui, je peux couper la carte, en commander une autre directement au travers du logiciel. Et donc voilà. Et donc pour cette partie-là, EBP en fait aujourd'hui, bah, en fait, tous les clients sont en version qu'ils appellent Open Line, donc ça veut dire ça va répondre à l'obligation légale, donc bah, le fonctionnel actuel. La plateforme agréée sera disponible sur vos logiciels actuels. Et après, bah, si vous souhaitez avoir du coup bah, toute la partie automatique, c'est-à-dire les factures d'achat déjà dans le logiciel, le traitement automatique des factures d'achat, c'est-à-dire bah, la reconnaissance par l'intelligence artificielle, enfin, les services de paiement, enfin, tout ça. Alors, ce sera pas sous forme de je prends un module ou je prends pas le module, ça va être je prends tout le package ou je prends rien. Et donc, EBP bah, va recommander de se passer sur leur gamme de logiciels OpenLine Plus. Concrètement, le logiciel, bah, c'est la même chose avec les blocs en plus dont je vous ai parlé. Et puis après, bah, au cas par cas, ça peut être sur des tarifs correspondant à ce que vous avez, ou des fois un peu plus, mais bah, faudra faire du cas par cas et me solliciter sur cette partie-là. Donc voilà. Et ben, merci à tous pour m'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions là. Vous pouvez réactiver vos micros si vous avez des questions. Bah, si personne n'a de questions, je vois qu'il y a certaines personnes qui écrivent dans la conversation, donc je vais patienter. Hop.
Bon, bah, parfait, si ça a été clair. Bah, si c'est clair pour tout le monde, n'hésitez. Bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Si tout simplement vous ne vouliez pas poser votre question devant tout le monde, bah, n'hésitez pas aussi à me recontacter après pour poser vos questions. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis à bientôt.